Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour le deuxième jour de NTL Connect. Ce matin, on est là pour répondre à la question: peut-on créer un cloud social et mutualiser l'infonuagie au bénéfice de tous? Donc, j'ai le plaisir de vous présenter votre intervenant aujourd'hui, Pascal Leblanc, qui est le président de Mantle Technology, une entreprise qui vise à mettre fin aux attaques rançon et aux fuites de données. Et Monsieur Pascal Leblanc qui va vous parler. Sans plus tarder, je laisse la parole à Pascal Leblanc. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Montréal Connect. Bonjour à tout le monde qui sont en ligne. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Est-ce qu'on a un clicker pour les slides? Je ne peux pas donner un clicker. Puis je suis vraiment content de la belle introduction que j'ai reçue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pascal Leblanc, comme ça a été mentionné. Puis avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais passer... on va parler du cloud aujourd'hui. Donc, le cloud, c'est quoi? Avant de savoir c'est quoi, on va regarder les beaux chiffres. 330 milliards de marché, donc un marché en forte croissance, mais assez pesant dans l'économie globale. Une organisation en Amérique du Nord dépense en moyenne 2,2 millions par année chez des fournisseurs de cloud. Donc, si on regarde dans tous les budgets qui sont alloués dans les technologies pour une entreprise, en moyenne, ça va être le tiers des budgets alloués qui vont directement à des fournisseurs de cloud. Puis, la façon que le marché est fragmenté, c'est vraiment une sorte de oligopole où 4 joueurs possèdent presque 80% du marché. Ce qui est super intéressant, c'est que ces 4 joueurs-là, quand on les regarde un peu plus profondément, c'est tous des joueurs qui sont cotés en bourse dans les marchés américains, donc possédés par des actionnaires de partout au travers le globe, mais qui sont tous dirigés, managés par du monde des États-Unis. Il manque une slide. Pas grave. Donc, le cloud, c'est quoi? Avant de toujours tomber dans la soupe, j'aime ça commencer avec un petit meme. Je trouve que ça fait vraiment une bonne description de ce qu'on pense. Donc, le cloud, c'est quoi? Ça, c'est un meme qui est assez populaire pour les internautes qui le connaisseraient. Le cloud, c'est quoi? C'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment une façon d'enlever la magie un peu, puis le cynisme autour de cette sorte d'info nuagique-là. Mais aussi, ça rappelle que c'est un ordinateur qu'on utilise, mais qui ne nous appartient pas. Donc, vraiment, plein de bonnes vérités à retenir de ce meme. Mais en fait, le cloud, vraiment, comment on pourrait le breakdown, l'exploiter, le décrire, c'est vraiment, c'est de l'électricité qui rentre dans des machines informatiques, puis ces machines informatiques-là sont groupées ensemble dans des centres de données. Donc, l'ensemble des centres de données possédés par une même personne se trouverait à être un cloud d'un fournisseur de services cloud. Donc, on penserait au cloud d'Amazon, au cloud de Google ou au cloud de des plus petits joueurs locaux ici, comme Evonom ou d'autres. Puis, ces clouds-là sont tous connectés ensemble via l'Internet. Donc, c'est le cloud, c'est l'ensemble de ces centres de données-là, si on veut, qui prennent en entrant de l'électricité et en sortant fournissent de la puissance de calcul, du computing en anglais, puis du stockage de données numériques en extrant. Donc, ce qu'on peut faire en regardant ça sous cet angle, c'est vraiment de penser à ça comme l'industrie du cloud et la comparer avec l'industrie de l'électricité. Donc, dans l'industrie de l'hydroélectricité, de l'électricité point, qu'on est plus familier avec, le barrage fait de la traduction fait de la transformation entre l'eau, la gravité, puis fournit de l'électricité en extrant. Puis une façon de regarder ça, c'est vraiment l'industrie du cloud, c'est l'étape suivante à cette transformation qu'on verrait dans le domaine de l'électricité, de l'énergie. Puis, ça prend de l'énergie en entrant, puisque ça transforme en extrant, c'est de la puissance de calcul et du stockage de données. Donc, c'est une façon qui devient intéressante à penser, puis qui amène d'autres réflexions qu'on va partager ensemble. Donc, on parle de l'extrant de puissance de calcul puis de stockage. Donc, pour comprendre pourquoi c'est intéressant,
c'est important de se pencher puis de comprendre à quoi ça sert. Puis, dans la vie de tous les jours, nous, en tant que citoyens, comment ça nous impacte ou comment qu'on interagit avec ces extraits-là. Donc, aujourd'hui, 83% de toute la puissance de calcul globale sont dans l'industrie du cloud. Donc, sont vraiment dans des fermes de données possédées par le cloud, en grande majoritairement les géants du cloud. Puis, le reste, c'est les ordinateurs qu'on a à la maison, nos téléphones, mais c'est vraiment une grande majorité qui est dans le cloud avec quelques fournisseurs. Puis, essentiellement, c'est du code informatique qui est développé par des développeurs d'applications qui s'agit d'être exécuté sur ces machines-là. Parce que dans le monde numérique, ça prend de l'exécution, sinon le monde numérique ne peut pas exister. Puis, de l'autre côté, il y a le stockage qui est autant intrinsèque que la puissance de calcul. Donc, le stockage, c'est toutes les données qui font que quand moi je me connecte, par exemple, sur mon Instagram, je ne vois pas les mêmes choses que si quelqu'un d'autre se connecterait sur Instagram. Donc, c'est vraiment tout l'état que ce code-là qui est exécuté va aller prendre. Puis, pour mettre les choses un peu en perspective, un Nord-Américain, en 2020, consommait 146 gigs par jour de données. Donc, quand on parle de ce 146 gigs-là, ce n'est pas uniquement les gigs qui rentrent dans notre téléphone avec mon forfait Bell ou Rogers, parce que là, on dirait, mais non, moi, j'ai juste 8 gigs puis je ne les dépasse pas. C'est vraiment toutes les données que ces programmes-là dans le cloud vont aller générer et vont aller interagir parce que la majorité du trafic passe d'une application cloud à une autre. Donc, on prend par exemple, quand on commande sur Uber, on se commande un Uber, mais là, ça va aller, oui, parler au chauffeur, mais ça va aller dans l'application Uber, ça va aller regarder plein de données pour faire le meilleur match. Ça va aller calculer combien ta course devrait être payée. Après ça, ça va envoyer une commande chez Mastercard pour faire payer la course. Donc, il y a vraiment plusieurs interactions qu'on ne voit pas sur le rideau. Donc, pour cette même course-là, qui aurait peut-être généré une demi-meg de données, par exemple, il y a peut-être un 2 gigs de données qui a été transigé, généré et enregistré sous forme souvent de journalisation, puis les fameuses logs pour débugger et conformité. Donc, c'est 146 gigs par jour par personne en moyenne, puis c'est une tendance qui est à la hausse. Donc, vraiment, on commence à voir que toute cette puissance de calcul-là, puis ce stockage-là, est assez essentiel dans notre vie, mais à quel point essentiel? Puis ce qu'on voit comme troisième point sur ce diagramme-là, c'est que au niveau mondial, au niveau planétaire, peu importe quel pays qu'on vient, la moyenne est à 6h31 minutes par personne qui sont passés à interagir avec un écran. Puis on se rappelle que tout ce qui existe dans le monde digital, donc qui se passe derrière un écran, nécessite absolument et du storage et de la puissance de calcul. Donc, c'est vraiment essentiel. Si on enlève les heures de sommeil puis qu'on regarde ce 6h31-là, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à des niveaux ultra fondamentaux, presque au niveau de l'eau, de la nourriture, pourrait-on dire. Puis, c'est ça un peu la conclusion que je trouve important de mettre un faisceau de lumière dessus aujourd'hui avec vous tous. C'est vraiment que tout ce que la puissance de calcul puis le stockage de données devient ultra essentiel. C'est vraiment une conclusion que je veux qu'on tire ensemble, puis qu'on étire un peu. Donc, quand on parle de services essentiels, de choses qui sont essentielles à un citoyen, puis ça, c'est de façon globale. Ce n'est pas uniquement dans l'Amérique du Nord ou dans des pays civilisés, c'est totalement global. Puis, ce qu'on voit, c'est que historiquement, il y a eu du support, de société, si on veut, autour de services essentiels tels que l'eau. On est tous très familiers. Électricité, donc des exemples ici. Les municipalités s'occupent de l'infrastructure d'eau. On a Hydro-Québec qui s'occupe de faire l'électricité. Les routes, on n'a pas beaucoup, on a peu ou pas de routes privées ici. Donc, on est capable de voir qu'il y a eu une tendance historiquement à essayer de supporter, en tant que société, des services essentiels de cette nature. Puis, de façon plus récente, il y en a des plus nouveaux qui ont commencé à être supportés, tels que les télécommunications. Donc, on parle le téléphone cellulaire, le câble et l'Internet. Puis, très, très récent et hyper d'actualité, tout ce qui est identité numérique, identité du citoyen propulsée par le gouvernement. Donc ici, c'est vraiment un bon exemple, encore une fois. Le Québec, depuis l'an dernier, depuis 2020, on a un budget de 42 millions à allouer d'ici 2023 pour commencer à se mettre de l'avant dans le support de l'identité citoyen qui est reconnu comme assez essentiel. Donc, la question que je lance ici, c'est, sachant que
sachant à quel point c'est tournant et utilisé dans nos vies de tous les jours, le stockage et la puissance de calcul, est-ce que ce serait imaginable de voir le cloud comme un service essentiel qui serait supporté au niveau société, au même titre que les 5 autres que je viens de nommer avant? Donc, pour répondre à cette question-là, la première chose, c'est un peu de comprendre pourquoi que la société décide de supporter ces services essentiels-là d'une façon ou d'une autre. Puis, il y a quatre points saillants qui en ressortent de façon essentielle. Numéro 1, c'est vraiment pour la fiabilité. Vu que c'est supporté, puis qu'il y a plus d'encadrement autour de ce service essentiel-là, le service est capable d'être fourni de façon plus fiable. Je donne l'exemple, par exemple, de l'Aqueduc. Ben, si ce serait plusieurs différentes compagnies privées qui feraient différents aqueducs, puis que leur aqueduc serait en panne, par exemple, il y aurait les moyens de cette compagnie-là pour le rattraper, puis les compagnies privées peuvent fermer, changer. Il y a plein de choses qui peuvent arriver où ça laisse un peu un vacuum là, de responsabilité. Tandis que si c'est supporté à l'échelle sociétale, ben, la responsabilité est partagée aussi. La responsabilité de le fournir, ce service essentiel-là, est partagée aussi. L'autre chose qui est très importante, c'est que vu que c'est plus encadré, c'est plus facile d'émettre des normes ou des standards minimales pour livrer de la qualité. Puis encore un autre bon exemple de ça, c'est ici le CRTC, ils ont passé en 2019 une norme supplémentaire qui fait que les fournisseurs d'Internet peuvent plus fournir rien en bas de 5 mégabits par seconde. Tu peux plus vendre un forfait en bas de 5 mégabits par seconde pour du résidentiel ici au Canada. Donc, c'est vraiment un exemple de qualité. Puis après ça, l'accessibilité. Donc, ça, c'est vraiment en plus, c'est encore une fois ultra d'actualité avec les élections fédérales qui viennent d'arriver ici au Canada. Puis, ça a été vraiment, pas un enjeu, mais un des points de l'élection qui était de fournir de l'accès Internet dans les municipalités plus éloignées. Donc, on parle des villes qui sont loin des grands centres. Puis, souvent, de la manière que c'est encadré, une certaine région, une certaine plage de bande passante va être allouée à un fournisseur pour les grandes villes, en condition qu'ils développent une certaine infrastructure dans les régions plus éloignées. Donc, ça permet de vraiment faire de l'accessibilité pour tous, vu que c'est essentiel, on se rappelle tous ces services essentiels-là. Puis, finalement, la conformité. Appliquer les règles, c'est plus facile quand on a un encadrement sociétal. Donc, à quoi ça ressemblerait, à quoi ça servirait d'avoir un cloud qui est social, le cloud social? Donc, vraiment, il y a 3 points intéressants à discuter ici, puis on arrive bientôt à la fin de la conversation. Donc, n'oubliez pas de tous noter vos questions. Donc, il y a vraiment un grand fardeau quand on est un fournisseur cloud. On pense à Amazon, qui font plein d'argent avec leurs services cloud, qui sont les leaders actuellement, mais il y a un grand fardeau qui vient avec ça, entre autres, l'investissement initial. Donc, c'est vraiment à cause de, si on veut, cette barrière à l'entrée-là, d'investissement initial, c'est peu accessible pour d'autres joueurs de commencer à les pénétrer. Puis, ça fait juste que ça consolide de façon évidente cette sorte de oligopole-là qu'on voit déjà, puis qu'on va continuer à avoir si ce n'est pas quelque chose qui est un peu plus socialisé. Mais il y a aussi une grande responsabilité envers la protection des données qui sont sur leur stockage qu'ils possèdent, sur leur cloud. Donc, d'aller les protéger, de ne pas les perdre. Puis, s'ils les perdent, bien, là, ça commence à avoir justement des régulations, des nouvelles lois qui vont aller pénaliser des fuites ou des pertes de données au niveau des fournisseurs. Puis ça fait vraiment un pont intéressant sur la partie, l'amélioration que ça ferait d'avoir ça socialisé sur la sécurité et la vie privée. Parce que dans un scénario où la puissance de calcul et le stockage de données est socialisé, il n'y a pas un seul acteur qui va aller posséder le matériel sur lequel cette donnée-là est stockée ou processée. Puis ça fait vraiment une grande différence parce que, comme le bon mime le disait plus tôt, le cloud, c'est quoi? C'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, quand on a nos choses qui sont importantes, qui sont chez quelqu'un d'autre, on est comme locataire. Puis ce qui arrive, c'est que ces données-là
il y a toujours un accès physique ou il y a toujours une possession à l'avoir physiquement puis à avoir payé le matériel qu'il supporte. Donc ça va être une sorte je dirais, de grille de vie privée qui va être résolue en ayant justement ce matériel-là qui est socialisé. Puis, à la fin de la journée, ce que ça va favoriser la coopétition, comme que j'ai appelé ici. Donc, c'est vraiment d'aligner les intérêts de différents acteurs. Donc, ce n'est pas une coopération, c'est vraiment, ça va permettre la coopétition, mais d'aller s'aligner avec les intérêts des autres. Puis, ça va tout prendre plus de sens, tout ça, quand je vais montrer de quelle façon ça pourrait arriver. Parce que, qu'est-ce qui est certain, c'est que, il y a 10 ans, ça aurait été une vision qui aurait été totalement impossible à faire. Puis aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les innovations qui ont apparu dans la dernière décennie, telles que la technologie blockchain, les poussées dans la cryptographie et la fragmentation de données au repos, ça rend tout ça possible. Donc ça, c'est ici un petit exemple de comment on pourrait rendre ça possible aujourd'hui même. Puis ça ressemblerait à quoi? La collaboration. Donc c'est vraiment d'avoir la donnée qui est fragmentée comme dans un déchiqueteur avant de la mettre au repos. Puis ces fragments-là, la manière qu'ils sont faits, c'est vraiment qu'ils deviennent sans aucune signification, sont pas significatifs du tout. Ils peuvent être détruits, perdus, modifiés, parce qu'on est capable de recréer la pleine donnée avec quelques fragments seulement. Donc, ces fragments-là pourraient être envoyés sur les cloud providers, sur les fournisseurs de cloud existants, mais sur d'autres nouveaux joueurs aussi. Puis, sur de l'infrastructure qui pourrait être possédée par les gouvernements et même par les citoyens. Donc, on parle de l'espace inutilisé dans les téléphones, on parle de l'espace utilisé dans des vieilles ordinateurs. Donc, d'aller chercher de la performance, ça devient moins grave parce qu'on fragmente tout. Donc, c'est un peu le portrait ici. Puis, ce que ça donne, c'est que ça permet d'avoir un guichet unique pour aller contrôler ce qui est rapiécé dans le cloud social. Donc, 2-3 bénéfices, c'est vraiment, tu n'as pas une personne responsable autant du succès que d'un échec qui se passerait. Tu as des coûts qui sont moins chers vu qu'ils sont mutualisés. Puis, surtout, tu as une résilience, entre autres la résistance aux attaques rançon. Donc, passons à la question. Nos périodes des questions. Excellent. Donc, merci beaucoup, Pascal. Pour la période des questions, on va s'asseoir juste quelques petits moments, comme ça, on va se mettre plus confortable. Donc, en fait, avant même de prendre des questions de la foule, j'avais vu dans le chat qu'il y avait déjà une question inscrite, donc je vais la lire et je vous encourage tous à aussi soumettre vos questions directement à travers l'application. Donc, Pascal, la première question qu'on a reçue, est-ce qu'il y a des expériences d'utilisation des données et quelles réflexions vous en tirez? Donc ça provient de Yves Alavo. Yves, êtes-vous là aujourd'hui? Est-ce que vous avez compris la question ou vous voulez une précision peut-être? J'aimerais un petit peu de contexte, peut-être de précision. S'il vous plaît. Définitivement. Puis, c'est une question qui est ouverte. Vraiment, c'est vraiment un milieu qui progresse beaucoup, si on veut, le cadre légal, le réglementaire autour de l'usage de données, puis le consentement même autour de ces données-là, qu'est-ce qui est faisable ou pas. Mais peu importe, qu'est-ce qui est pertinent avec l'idée, un peu le thought leadership que j'ai fait ici aujourd'hui avec tout le monde, c'est vraiment que
de façon historique, en socialisant des services essentiels ou en reconnaissant, si on veut, le stockage de données puis le processing comme service essentiel, ça permet justement, entre autres, d'enforcer le numéro 4, la conformité de ces données-là. Donc, peu importe la façon que ce cadre réglementaire-là évolue, c'est plus simple de l'appliquer quand c'est reconnu comme un service essentiel que d'aller essayer de voir chacune des entreprises ou d'aller, si on veut, justement, aller voir ceux qui possèdent et qui ont déjà investi dans ce matériel-là, leur enlever des choses quand c'est, si c'est socialisé puis que ça bouge avec justement l'intérêt des citoyens et à la fin de la journée des personnes qui écrivent les lois, ça devient un peu historiquement, de la façon que la société a été faite, la meilleure façon d'arriver à ce degré-là de conformité. Est-ce que ça répond à votre question, M. Alavo? Excellent, merci. Oui, on vous écoute. Effectivement, c'est un enjeu extrêmement important. Moi, il y a une question qui me taraude depuis quelques temps. En fait, c'est les coûts reliés à une bonne protection. Quand on se souvient de l'expérience de l'Estonie, en e-gouvernance, c'était parmi les premiers États qui ont investi massivement dans une citoyenneté numérique. Puis par la suite, les 2 dernières années, je pense qu'ils ont eu beaucoup d'enjeux de cybersécurité parce que les attaques étaient extrêmement importantes. Est-ce que quand on s'en va dans un modèle de e-gouvernance, de fournir des services aux citoyens par rapport au cloud, avec la solution que vous proposez, est-ce que les coûts sont gérables? Est-ce qu'on a une idée de ces implications? Puis, est-ce qu'on peut, avec l'information qu'on a maintenant, pouvoir garantir quelque chose comme ça? Juste un élément de parallèle, ce qui s'est passé avec Twitch ces derniers jours fait vraiment peur. Là. Tu sais, c'est des gens qui sont dans la communauté depuis un certain temps, puis ça pose vraiment beaucoup de questions. Fait que, je ne sais pas si je suis clair dans mon intervention, mais on aimerait ça juste avoir de... Non, mais c'est bien. Il y a plusieurs facettes, donc je vais choisir celle que je préfère. Non, mais c'est ça, beaucoup de facettes, mais le point que je veux dire, c'est quel coût aller augmenter un peu la sécurité du statu quo, si on veut. Parce qu'avec l'exemple justement de l'Estonie, ou même des efforts gouvernementaux, je dirais, de secteur public qui ont eu des enjeux, même secteur privé, c'est vraiment un enjeu, la cybersécurité, les attaques rançon. C'est une menace réelle. Puis on est vraiment dans un ère où peu ou personne n'est à l'abri. Peu de personnes ou personne du tout est à l'abri. Puis ce que je dirais qui est une bonne piste de réflexion, souvent c'est pas au niveau... Il y a beaucoup des coûts qui viennent du matériel. Donc, justement, comme je racontais, le fardeau des fournisseurs de cloud, c'est vraiment l'investissement initial en matériel. Après ça, le maintien physique de ce matériel-là, leur coût en électricité qu'eux autres ont eux-mêmes. Puis, ce que je dirais, c'est que ces coûts-là, peu importe comment beaucoup de la sécurité, le plus haut niveau de la sécurité, il ne vient pas du niveau matériel, il vient de ce qu'on fait avec la donnée, la donnée qui est dans le monde virtuel. Donc, on l'appellerait la couche logique pour les experts ici. Puis, ce qui est intéressant, c'est je dirais, un peu mieux utiliser dans ce degré-là. Puis, c'est un peu ce qui est proposé. Mauvais côté. C'est un peu ce qui est mis de l'avant ici en disant de se pencher vers les technologies émergentes pour pas remplacer la façon que les choses sont faites aujourd'hui, mais pour les augmenter, d'aller ajouter des cordes à notre arc ou ajouter des outils dans notre boîte à outils lorsqu'il vient le temps de penser à la protection des données, autant d'un citoyen que d'une application si je suis un développeur d'application, ou de comment sont stockés sur mes volumes si je suis un fournisseur cloud. Donc, c'est vraiment d'aller faire ce travail-là d'innovation, puis d'aller regarder des avancées en cryptographie, en système distribué, blockchain, puis en fragmentation de données au repos. Ce serait ça la piste que je choisirais dans toute la longueur de la question. Là. Non, mais merci quand même pour la question, mais un petit suivi, oui, c'est bon. C'est parce que le fond de ma question, est-ce qu'on peut actuellement mettre un coût en dollars sur un meg ou un... C'est ça, c'est quoi, on est où là? Ça que...
C'est-à-dire 6 que sous par gig par mois. 6 sous canadiens par gig par mois. Et puis ça, c'est entièrement protégé? Ben ça, comme je dis, l'état de l'art, c'est le statu quo, c'est je dirais les meilleures pratiques. Mais comme on peut conclure, justement, c'est que les meilleures pratiques sont pas parfaites, puis ont encore de la place à amélioration. Mais c'est vraiment le coût qu'on peut mettre, c'est 6 sous par gig par mois. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Donc, je vous laisse aussi faire un petit mot de conclusion si vous voulez. Moi, je voulais passer rapidement parce que j'avais pas mentionné au début qu'en fait, vous avez 27 ans ou à l'âge de 27 ans, vous avez déjà vendu 3 compagnies. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de la 3e compagnie que vous venez tout juste de vendre? Ah oui, avec plaisir. Excusez-moi de virer de l'autre bord, mais c'est juste... je Non, l'avais pas mentionné avec au début. plaisir. C'est une entreprise dans le monde aujourd'hui appelée NFT. Mais jadis, ça n'existait pas quand je l'ai démarré. J'étais j'ai réussi à détecter que c'était une des prochaines évolutions, là, si on veut, du marché là, blockchain. Puis c'est vraiment ça s'appelait EGI, Enterprise Gaming. Puis on a vendu à Wonder Gaming, là, une compagnie en bourse. Puis c'est super intéressant parce que le but de tout ça, c'est d'utiliser la technologie pour donner des médiums aux influenceurs puis aux artistes d'avoir un nouveau canal pour interagir avec leurs fans. Donc vraiment penser l'équivalent digital de la marchandise, donc un gilet de Kiss, mais authentique, au lieu d'être un aftermarket. Donc, c'est un peu un nouvel outil qu'on donne, puis ça empower les créateurs. Ben, félicitations, c'est quand même impressionnant. Là, est-ce que vous avez d'autres projets en ce moment ou votre projet principal, c'est de viser cette... Non, c'est totalement mental, puis un peu, tu sais, vraiment d'aller augmenter la résilience de la sécurité, autant des gouvernements que des secteurs critiques. Donc, on pense peut-être au domaine de la santé, puis au domaine de l'identité numérique. C'est ça, le domaine de la santé, c'est un thème qui remonte depuis hier aussi dans plusieurs des conférences. Je pense que tout le monde s'intéresse à ça, surtout après l'année qu'on vient de vivre ensemble, là, avec la pandémie. En tout cas, je pense que je vais vous laisser un petit mot de conclusion, si vous voulez, quelques petites remarques. Qu'est-ce qu'on veut que l'audience retienne aujourd'hui par rapport à votre discours? Première chose, si on veut, la conclusion disant que le calcul, la puissance de calcul puis le stockage de données, ça devient de plus en plus essentiel. Mais même plus en plus, selon moi, ça a vraiment déjà passé la barre du essentiel. Puis que quand on pense à quelque chose de si essentiel, ça devrait faire sonner quelques cloches quand quelque chose de si essentiel pour le présent et le futur soit possédé par 4 compagnies américaines. Il y a vraiment plusieurs scénarios d'enfer de conspiration qui peuvent être possibles. Puis c'est pas une porte qui devrait être ouverte, là, de laisser que ce soit possible de se faire espionner par les décideurs de ça, par exemple, ou que justement que toutes ces données-là qui sont chères pour nous soient sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Pascal Leblanc, tout le monde, et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et juste pour vous dire, ne quittez pas, il y a aussi une autre conférence qui commence dans pas long, c'est avec Cathy Baig, qui est la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Elle va parler de l'ingénieur au cœur des défis de la relance. Donc merci beaucoup, Pascal, et merci à vous.